humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec René Ruth. Il est 7h32, on va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va très bien. Et le week-end, comment Tranquille. tu l'as passé? Ah, je n'ai pas bougé. Hein. Jean-Paul. Non, je n'ai pas bougé. Je suis allé nulle part. Je me suis reposé. J'ai regardé quelques séries sur Netflix. Et puis voilà. Une bonne série sur Netflix en ce moment. Oui. Le titre, c'est Love, Dead and Robots. C'est une série en fait qui est constituée de plusieurs courts-métrages. C'est sur 3 saisons. Là, je suis à la 2e saison. Ces courts-métrages-là durent entre 15 et 20 minutes. D'accord. Mais c'est des reportages c'est des courts-métrages de science-fiction, en fait. Donc, il faut d'abord aimer la science-fiction. Ah non, on n'aime pas trop la science-fiction. Voilà. Donc, on va... Donc, dedans, à chaque fois, il y a des courtes histoires. Oui. Voilà. Mais c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. D'accord. C'est intéressant. Alors, l'actualité locale nous emmène où? Internationale, sinon? On va en Israël, où le pays est traversé par un certain nombre de troubles. Hein, depuis, il faut bien le dire, le retour aux affaires de Benjamin Netanyahou. Il faut savoir que ce dernier est arrivé au pouvoir grâce à la mise en œuvre d'une coalition à la fois de droite, d'extrême droite et de partis ultra-orthodoxes juifs. Et donc, c'est la coalition la plus à droite de toute l'histoire d'Israël. Hein. Il faut savoir qu'Israël a été fondé en 1948. Et donc, depuis donc 3 mois, il y a un ensemble il y a des manifestations tous les samedis. Samedi dernier, c'était la 13e semaine consécutive que les Israéliens descendaient dans la rue. Environ 1 million d'Israéliens, selon les organisations non gouvernementales qui participaient à ces manifestations, ont défilé dans les rues d'Israël, principalement dans la capitale politique Tel Aviv. Et il y a environ 400 000 manifestants selon les autorités israéliennes. Et donc, justement, qu'est-ce qui amène ces Israéliens-là à aller dans la rue? Et surtout Israël n'est pas connu comme étant un véritable État contestataire, hein, où les citoyens en général vont dans la rue pour contester les décisions prises par le gouvernement. Cette fois-ci, évidemment, la raison qui pousse les Israéliens à aller dans la rue, c'est un projet de loi qui vise à réformer le système judiciaire israélien. Il faut savoir que, et ça c'est vraiment totalement inédit dans des pays dits démocratiques, c'est-à-dire que la proposition de réforme portée principalement par Benjamin Netanyahou et son ministre de la Justice, Yariv Levin, consiste en 3 points principalement. Le premier point, c'est la clause dérogatoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le système israélien, les décisions prises par le Parlement peuvent être cassées par la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, elle est garante de la constitutionnalité des lois. Elle s'assure que ces lois-là respectent justement la loi fondamentale. Et donc, il faut pas oublier qu'en décembre dernier, un certain nombre de lois avaient été, dès la prise de fonction de ce gouvernement de Benjamin Netanyahou, certaines personnalités avaient été promues à des fonctions ministérielles et ces derniers avaient été recalés par la Cour suprême, estimant que ces derniers étaient soit sous le coup de la justice ou avaient été frappés par avaient déjà été condamnés par une décision de justice. Et par conséquent, ce statut-là de condamné de justice ne leur permettait pas, raisonnablement, d'occuper une fonction ministérielle. Donc, en tant que garant du service public, si tu veux, leur intégrité morale ne garantissait pas qu'ils allaient correctement faire le travail de service public qui les amenait à la fonction au gouvernement. Et donc ça, évidemment, ça avait énormément courroucé Benjamin Netanyahou. Et donc, il a donc décidé dans ce projet de réforme judiciaire de donner la possibilité à la Knesset, donc à la Chambre du Parlement, de pouvoir annuler une décision prise par la Cour suprême. C'est-à-dire que lorsque la Cour suprême rend un jugement, quel que soit le jugement, la Knesset peut
casser cette décision et même la casser comment à la majorité simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la majorité absolue des 120 députés de la Knesset israélienne. Majorité simple, c'est-à-dire que les députés qui sont là, c'est le plus grand nombre si le plus grand nombre de députés votent en faveur de l'annulation de cette loi, eh bien ça passe. Ben, pourquoi il veut la majorité simple? Parce qu'il sait que sa majorité, à la fois droite, ultra nationaliste et ultra orthodoxe, est très fragile. Et l'on sait que la fragilité des majorités dans la Knesset est telle que, évidemment, parvenir à obtenir la majorité absolue pour casser une décision de la Cour suprême, en sachant qu'en face, on a à la fois le Parti travailliste, on a à la fois un ensemble de partis qui sont, par exemple, opposés aux colonisations. Donc, tout ça pourrait faire que, techniquement, ça soit difficile. Or, avec sa coalition de partis de droite, eh ben, il est garanti d'avoir une majorité simple. Et donc, à partir de là, il peut avoir la garantie qu'à chaque fois qu'une décision de la Cour suprême pourrait ne pas aller dans le sens de ses intérêts, eh ben, il aurait la capacité de mettre un terme à cette décision-là. Et puis, le deuxième élément dans cette réforme de la justice concerne justement la nomination des juges. Il faut savoir qu'actuellement, les juges de la Cour suprême sont nommés par un groupe de juges, de députés et d'avocats du barreau israélien, sous la supervision évidemment du ministre de la Justice. Dans cette réforme proposée par Benjamin Netanyahu, il veut justement retirer déjà les avocats du barreau de ce panel et les remplacer par des citoyens en plus d'un ministre. Donc il y a trois avocats qui représente le barreau dans ce collège de nomination des juges. Il propose donc d'enlever les avocats et de mettre à la place 2 citoyens et un ministre. Évidemment, les citoyens seraient choisis parmi les militants ou les sympathisants des groupes ou des partis politiques qui soutiennent sa majorité. Et ensuite, la Knesset, donc le Parlement israélien, pourrait également organiser des audiences publiques au sujet de ces nominations-là. Un peu comme les juges de la Cour suprême auditionnent les candidats à des postes de ministres, eh ben, lui, il voudrait que également la Knesset, donc les parlementaires, puissent auditionner des candidats à des postes de juges à la Cour suprême. Et puis, il faut bien comprendre que pour eux, le fait que la Cour suprême, en décembre dernier, ait estimé que pour des raisons raisonnables, il y a la personnalité, donc Aryeh Deri, qui avait été proposé comme ministre de la Santé et de l'Intérieur, et donc Aryeh Deri, lui, qui avait déjà été condamné pour fraude fiscale. La Cour suprême avait donc en décembre dernier invalidé, il avait été proposé en décembre, mais la Cour suprême avait invalidé le 18 janvier cette nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé. Et donc, elle avait estimé que pour des motifs raisonnables, donc le fait que Aryeh Deri avait déjà été condamné pour fraude fiscale, il ne pouvait donc prétendre en toute légitimité à occuper ce poste gouvernemental. Et donc, Benjamin Netanyahu avait été obligé donc, de renoncer à cette nomination et de proposer une autre personne à la place. Et donc, cela avait énormément embêté Benjamin Netanyahu, puisque Aryeh Deri est une personnalité importante dans sa coalition. Et donc, ne pas l'avoir au gouvernement était quelque chose qui pouvait empêcher que les députés qui sont de la formation d'Aryeh Deri puissent voter les lois qui soient en faveur du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il tient évidemment à ce que les prochains juges qui soient en fonction soient, par le biais grâce à la réforme qu'il veut remettre en place, pourrait être en capacité de ne plus empêcher que, évidemment, lorsque le Premier ministre propose un candidat à un poste gouvernemental, quel que soit son passé judiciaire, eh ben, que celui-ci puisse occuper néanmoins cette fonction-là. Et puis le troisième point de la réforme de Benjamin Netanyahu, ça concerne les conseillers juridiques. Il faut savoir qu'en Israël, les conseillers juridiques sont un peu... les conseillers juridiques ont un rôle à part dans un ministère. Non seulement ils conseillent le ministre dans les actes qu'il pose d'un point de vue juridique, mais surtout, les conseils qu'il donne sont des recommandations. Donc,
le ministre est obligé d'en tenir compte lorsqu'il prend des décisions. Pourquoi ? Parce que ces conseillers juridiques-là, en quelque sorte, sont les représentants de la Cour suprême à l'intérieur du ministère. Et par conséquent, donc, le ministre est un peu lié et un peu tenu de respecter donc les dispositions, enfin les recommandations qui lui sont faites à chaque fois par son conseiller juridique, qui lui est non pas nommé par le ministre en question, mais qui est nommé, qui est choisi par la Cour suprême. Et par conséquent, donc, Benyamin Netanyahou, dont un certain nombre de textes, beaucoup de textes certainement à l'intérieur des ministères font l'objet soit de modifications, soit de rejet de la part des conseillers juridiques, parce qu'ils estiment que ces projets-là ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires. Et donc, tout ça fait que Benyamin Netanyahou veut un peu se débarrasser de ces fonctionnaires-là. Et donc, en l'occurrence... Justement, il a limogé son ministre de la Défense. Oui, mais ça, c'est pour autre chose. Il veut que les conseils juridiques, que les décisions ou les conseils qu'ils apportent ne soient plus des recommandations, mais de simples avis non contraignants. Ça permettrait ainsi de limiter ce pouvoir-là, le pouvoir de ces fonctionnaires-là. Et donc, voici les 3 points principaux qui font que, évidemment, pour l'opposition et pour la plupart des organisations et même des syndicats israéliens, cette réforme de la justice donnerait en fait beaucoup plus de pouvoir au gouvernement et au Parlement israélien au détriment de la justice. Or, si on se veut un pays dit démocratique avec les standards dits occidentaux, eh ben, la logique voudrait qu'il y ait non seulement une séparation de pouvoir entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, mais surtout qu'il n'y ait pas d'interconnexion entre les 3. C'est-à-dire que l'exécutif n'est pas un pouvoir supérieur au judiciaire ou n'ait pas la possibilité de modifier ou d'interagir ou de participer, si tu veux, de modifier le fonctionnement de l'appareil judiciaire israélien. Or là, évidemment, c'est en l'occurrence ce que Benyamin Netanyahou veut faire. Mais pour les détracteurs de Benyamin Netanyahou, notamment pour l'opposition travailliste, il s'agit ni plus ni moins pour Benyamin Netanyahou, en fait, de casser les décisions de justice futures. Parce qu'il faut savoir qu'il fait l'objet de poursuites par la justice israélienne pour des délits tels que les délits d'initiés, des fraudes, des prises illégales d'intérêt. Et donc, il est clair... mettre en place des stratégies pour se protéger dans le futur. Exactement. C'est-à-dire que si demain, il est jugé, enfin, il sera jugé, mais si demain, il est condamné et que lui, il va évidemment faire des recours, et si le recours ultime qui est porté devant la Cour suprême entérine, valide ces condamnations-là, il est quand même la capacité, par le biais de l'Assemblée nationale, donc par le biais du Parlement, la Knesset, d'annuler ces décisions, ces condamnations prises par la Cour suprême. Donc pour lui, c'est un moyen, en fait, de se protéger contre toute éventuelle condamnation future, surtout qui le concernerait. Et donc, il se prépare par ce biais-là à tout simplement rester aussi au pouvoir pendant longtemps. C'est-à-dire que s'il prend une décision et que cette décision-là pourrait, du point de vue de la Cour suprême, demander à ce que Benyamin Netanyahou quitte ses fonctions, il n'aurait tout simplement qu'à se tourner vers sa majorité simple au niveau de la Knesset pour faire annuler cette décision de la Cour suprême et de rester au pouvoir. Donc, c'est une manière déguisée, en fait, de s'arroger des pouvoirs en réalité que la constitution israélienne ne lui permet pas, notamment des pouvoirs en matière judiciaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle les citoyens, les organisations non gouvernementales, les corps intermédiaires tels que les syndicats, les partis d'opposition sont depuis 13 semaines consécutives, tous les samedis, dans la rue. Et donc, samedi dernier, il y avait plus d'1 million d'Israéliens qui défilaient. Et c'est la raison pour laquelle son ancien ministre de la Défense avait justement proposé qu'il y ait une pause dans le processus de la mise en œuvre de cette réforme. Et évidemment, puisque même si on sait que la mise en œuvre de la réforme, une date n'a pas encore été fixée, mais on sait déjà ce qu'il y a dans cette réforme de la justice et on sait déjà combien de fois les Israéliens ne veulent pas. Et donc, son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, était descendu hier pour la première fois devant les médias pour demander justement une suspension. Il n'a pas demandé le retrait de la réforme, mais il a demandé que le processus soit suspendu afin de permettre peut-être de discuter avec soit les syndicats, soit les partis d'opposition pour trouver un consensus. Et il s'alignait en fait sur la position d'Isaac Herzog,
qui est le président israélien, même si dans le fonctionnement de l'État d'Israël, le président n'a qu'un rôle honorifique. Il n'est que, si tu veux, le garant le garant de l'unité des Israéliens, et il est au-dessus des autres institutions. Et donc, Isaac Herzog était descendu pour la première fois, ce qui est un fait extrêmement rare en Israël, qu'un président s'intéresse à des questions de politique intérieure. Eh bien, il avait demandé justement à Benjamin Netanyahu et à son gouvernement de surseoir à cette réforme-là, parce que celle-ci entraînait évidemment le pays dans la division. Et donc, Yoav Gallant, qui est quand même une personnalité très connue des Israéliens, c'est l'ancien commandant de la marine israélienne, c'est quelqu'un qui a fait ses classes dans l'armée israélienne, et donc il avait été nommé en janvier dernier par Benjamin Netanyahu ministre de la Défense. Et en Israël, le poste de ministre de la Défense est un poste très important. C'est en général le numéro 2, le numéro 3 du gouvernement. Donc c'est quelqu'un de très très important. Et donc Yoav Gallant avait donc demandé de surseoir à cette réforme de la justice, ce qui a été en quelque sorte la première fissure dans l'unité gouvernementale qui semblait afficher, qui semblait être solidement ancrée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on attendait une réaction de Benjamin Netanyahu dans la soirée de samedi. Celui-ci n'a pas réagi. Ce n'est que dimanche que la primature israélienne s'est fendue d'un communiqué expliquant que le ministre Yoav Gallant était démis de ses fonctions et que, évidemment, son remplaçant n'a pas encore été trouvé. Mais, évidemment, ça la rendait mal, comme on dit exactement, comme on dit couramment. Et donc, cette décision de limogeage de Yoav Gallant a entraîné la colère des Israéliens qui sont redescendus dans la rue hier soir. Et donc, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue en soutien non seulement à Yoav Gallant, mais aussi en soutien à sa position qui est de retirer purement et simplement la réforme de la justice israélienne. Mais dans cette affaire, ce qui est encore d'autant plus curieux, c'est le comportement de certains pays alliés et amis d'Israël, les États-Unis en tête. La Maison-Blanche a juste émis un communiqué se disant préoccupée par la situation en Israël et préoccupée par cette réforme de la justice. Elle n'a en aucun cas condamné le contenu de cette réforme qui est antidémocratique, s'il faille dire les choses telles qu'elles sont, ou qui ne répondent pas aux standards sur lesquels l'Occident place la démocratie. Et puis aussi, il y a le silence complice de l'Union européenne. Les Européens, jusqu'à présent, n'ont pas dit le moindre mot concernant la critique de cette réforme judiciaire israélienne-là. Donc, ce qui est d'autant plus étonnant que les États-Unis font une communication assez molle, tandis que l'Europe reste totalement silencieux, alors que lorsqu'il s'agit d'autres pays, lorsqu'il s'agit de critiquer d'autres pays, des pays qui sont considérés comme des dictatures ou des pays qui sont considérés comme étant ne répondant pas en termes de gestion, en termes de gouvernance, à leurs standards qu'ils considèrent comme des standards universels, la démocratie, l'état de droit, la liberté, le respect de la liberté d'expression. Or là, en l'occurrence, en Israël, il y a une violation fondamentale des droits des Israéliens en matière d'indépendance de la justice. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant pour l'issue, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, en Israël, on rentre dans une période extrêmement sensible. Le ramadan a commencé chez les musulmans et l'on sait que le ramadan est souvent la partie la plus sensible en Israël parce qu'on a un regain de violence, notamment dans les territoires occupés et notamment dans la partie de Jérusalem-Est, qui est la partie arabe de Jérusalem. Et donc, non seulement on entre dans cette phase particulièrement sensible du ramadan, sur un point de vue sécuritaire, qu'il y a une multiplication des manifestations liées à la réforme de la justice. Et donc, vu cette double pression, à la fois des manifestations israéliennes et potentiellement des manifestations palestiniennes qui vont certainement reprendre durant cette période sensible du ramadan, eh ben, il est clair que
on va voir, le gouvernement semblera être pris dans un étau, mais malheureusement, la réponse que je crains, qui soit la réponse habituelle du gouvernement israélien, ce soit la réponse sécuritaire. C'est-à-dire qu'on va y avoir une multiplication des forces de défense et de sécurité sur le terrain pour mater à la fois les manifestations des Israéliens et à la fois les manifestations des Palestiniens. Et donc ça, évidemment, ce sera une fois de plus, ça va montrer une fois de plus une espèce d'escalade et surtout de la dégradation du fonctionnement démocratique d'Israël sous le regard complice des Américains et sous le silence complice également de l'Union européenne. D'accord. Merci. C'était Jean-Paul qui, dans sa rubrique L'actualité internationale, revenait sur la réforme de la justice en Israël. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Humeur, tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.